Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire qui va être dédié à la gestion des données personnelles dans les opérations de fusion-acquisition dans un processus de vente d'entreprise. Les cédants, acquéreurs, auditeurs, banques, intermédiaires, tous les acteurs de l'opération sont amenés à avoir accès à manipuler de nombreuses données personnelles. Données clients, données salariés, données prospects, données fournisseurs. Or, on le sait, le traitement de ces données est devenu un sujet extrêmement sensible depuis l'entrée en vigueur du RGPD en 2018. Alors, quelles sont les zones de risque dans ces opérations? Comment s'en prémunir? C'est ce que nous verrons dans quelques instants au cours de notre présentation. Je vais commencer très rapidement par vous présenter Cornet Vincent Ségurel. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça fait pas longtemps. Donc, on est un des principaux cabinets d'avocats français, un des plus importants en France. On a 180 avocats, on est présent dans 6 métropoles les plus dynamiques du territoire, avec des bureaux à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Rennes et Nantes. Et nous avons été créés en 1972. Nous avons dans chacun de ces bureaux tout un ensemble d'expertises. On couvre tous les besoins en droit des affaires des entreprises, que ce soit des questions de financement, des questions de droit des sociétés, de droit social, d'expertise fiscale, de nouvelles technologies. Nous disposons dans tous nos bureaux de plusieurs experts, et notamment donc, au sein de notre bureau de Lyon, avec Pauline Ducoing et Camille Ferrat, qui vont présenter ce sujet aujourd'hui. Pauline Ducoing, d'abord, bonjour Pauline. Donc Pauline Ducoing est avocat directeur et elle traite de questions de nouvelles technologies pour tout un tas de clients, entreprises, grands groupes, du grand groupe à la start-up. Et nous avons aussi avec nous Camille. Camille, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Camille qui est spécialiste quant à elle des opérations de M&A et qui intervient dans de très nombreuses opérations. Avant de leur laisser la parole sur le sujet qui nous intéresse, je voulais juste prendre quelques instants pour vous présenter l'interface qui va nous servir à mener ce webinaire aujourd'hui. Sur la partie droite de votre écran, vous avez un petit module dans lequel vous pouvez interagir avec nous. Vous avez un premier onglet qui est un onglet chat qui est dédié plutôt à des interactions un petit peu informelles. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet questions. On traitera les questions au fur et à mesure de la présentation et si c'est dans la mesure du possible, et on en réservera certaines pour la fin de la présentation où il y aura une session de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous en tous les cas via ce module. C'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Donc je laisse la parole à Pauline et Camille pour la suite du webinaire. Oui, merci Yann. Bonjour et bienvenue à tous pour cette présentation, donc cette interaction, cet atelier M&A et gestion des risques liés aux données personnelles. L'ambition de ce petit webinaire, c'est plus de proposer des problématiques auxquelles on est confronté dans les opérations de M&A avec certaines réponses pratiques à ces interrogations et aux difficultés finalement que tout le monde rencontre toujours dans les opérations de M&A. Donc simplement un petit rappel de l'environnement législatif concernant particulièrement le traitement des données personnelles dans les opérations de M&A. Donc on a tendance à l'oublier, mais depuis 1978, la loi informatique et liberté est en vigueur en France. On va dire l'épouvantail et le sentiment de persécution lié au traitement des données personnelles est plutôt intervenu avec l'entrée en application du RGPD effectivement en mai 2018, comme le rappelait Yann à l'instant. On a également dans les nouveaux outils législatifs et qui vous concernent particulièrement dans les opérations, dans les process de M&A, l'article 1112-1 du Code civil qui impose une obligation d'information renforcée sur le cédant concernant notamment les informations stratégiques. Au niveau européen, on a également le règlement e-privacy qui régule et qui complète finalement le RGPD sur certains autres aspects en matière de communication électronique notamment. Et le chapeau de tout ça, c'est bien sûr, une fois de plus, l'épouvantail du risque de sanction avec les autorités de contrôle en matière de données personnelles, au niveau français, la CNIL, et bien sûr au niveau de tous les territoires au sein de l'Union européenne, comme par exemple en Grande-Bretagne avec l'ICO, dont on sera amené à reparler spécifiquement dans le cadre des sanctions qui ont pu être prononcées déjà suite à des opérations de M&A. Alors, peut-être sur un premier constat, et pour faire le lien avec finalement cet environnement législatif, on est tous d'accord pour dire qu'entre 1978 et 2018, on était
un peu concernés par la donnée, mais malgré tout plutôt à la marge, qu'on avait peu peur parce qu'il y avait peu de contrôles, que les contrôles concernaient plutôt les gros acteurs du marché et que les sanctions étaient clairement symboliques. Et que donc le mouvement de conformité a vraiment commencé à s'impulser en 2018 avec en fait une inversion de la question de la responsabilité. Avant 2018, on était sur un système déclaratif et des contrôles qui s'effectuaient uniquement sur la base de ces déclarations. Et depuis l'entrée en application du RGPD, d'abord, on est sur une harmonisation européenne, ce qui est quand même très nouveau en la matière. Et puis, on est sur un système de responsabilisation des acteurs, où c'est à chaque acteur qui traite ou qui détient de la donnée de démontrer en quoi est-ce qu'il se conforme à la réglementation et aux obligations qui lui incombent en matière de RGPD. Et finalement, entre 2018 et aujourd'hui, on a eu ce mouvement de conformité qui s'est impulsé, alors surtout, soyons clairs, hein, dans les grands groupes en premier, dans les plus petites entreprises moins, parce qu'on se sent moins concerné, à tort, mais parce que ça ne fait pas partie des priorités, parce qu'il y a tout un tas d'autres chantiers et que finalement, la donnée personnelle a un peu été laissée de côté. Pour autant, on a un vrai mouvement d'accompagnement aussi des TPE-PME avec notamment une phase de sensibilisation qui a été mise en œuvre par la CNIL, avec des périodes un peu de sursis qui ont été octroyées aussi par la CNIL en disant, bon, ben, là, on va plutôt contrôler ça, et puis là, bon, ben, si vous avez déjà pensé à de la conformité et que vous avez essayé de mettre quelque chose, on sera plutôt indulgent. Et en fait, jusqu'à 2020-2021, où là, on n'est plus tellement sur l'indulgence, mais on est vraiment sur un principe de sanction, une sanction de tous les acteurs, quelle que soit leur taille. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire. C'est pas d'agiter comme d'habitude sur les formations RGPD l'épouvantail des sanctions énormes qui sont médiatisées de la CNIL, mais c'est vraiment, on a pour ambition, pour objectif de faire prendre conscience que tout le monde est concerné, et le constat, donc, tout le monde est concerné, également les TPE, PME, mais également tous les acteurs qui vont accéder à de la donnée dans le cadre d'un process private equity M&A, tous vont avoir une responsabilité. Il n'y a pas uniquement une responsabilité au cédant qui transmet les données sur ses salariés, c'est tout le monde est concerné, tout le monde peut être impacté, et donc de ce fait, le premier objectif, c'était simplement vous faire prendre conscience qu'il y a des sanctions qui sont tombées à l'encontre de TPE, PME. Les premières sanctions, on les voit apparaître en 2019. Donc là, l'idée, c'est pas de relire toutes les sanctions et toutes les lignes. Effectivement, on a du GAFA, on a du Google, on a de l'Amazon, mais on a également une société d'installation d'équipements d'isolation. Voilà. On a aussi une société de photographie liée à la petite enfance. Et quand on regarde en 2020, dans la slide suivante, on a encore plus de sanctions. Et là, on a des sanctions encore du Google, du Carrefour. Mais vous voyez que, par exemple, on a des sanctions sur encore des petites entreprises, des médecins. On a une entreprise dans la région, à Grenoble, partout. Et ce qui est très important, en fait, de comprendre, notamment sur la base des rapports d'activité qui sont diffusés par la CNIL, donc c'est-à-dire que la CNIL, tous les ans, donne des chiffres, indique le nombre d'actes d'investigation qu'elle a fait, etc. On n'a pas encore des chiffres sur ce qui s'est passé en 2020. On devrait les avoir bientôt. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2019, il y a eu 7000 actes d'investigation, 300 procédures formelles de contrôle, mais certaines entreprises ont été contrôlées à distance sans même le savoir. Et puis surtout, ce que nous dit la CNIL, et ça, c'est vraiment important et intéressant dans le process M&A, c'est que les bases de contrôle principales, c'est à 43%. C'est gentiment dit un signalement, mais donc on est dans la dénonciation et assez souvent une dénonciation de salariés. Donc on peut dire qu'un salarié qui a l'habitude de travailler avec un cédant qui arrive à la retraite et peut-être indulgent va l'être moins dans le cadre d'un changement de contrôle, d'une entrée d'un tiers et peut-être avoir une sensibilité différente sur les sujets qu'il avait peut-être laissés en cours. Et puis, la deuxième base de contrôle, c'est toujours pas de chance pour nos opérations de M&A, 31%, c'est au vu d'actualité. Et là, nous, évidemment, tous les acteurs, on aime communiquer, on communique, et puis, évidemment, de ce fait, on est plus exposé. Donc, vraiment, l'objectif, c'est on est tous concernés, les TPE aussi, et on est d'autant plus sur les feux de projecteurs qu'on fait une opération de M&A.
Et donc, alors, sans vouloir rabâcher les principes fondamentaux du RGPD, etc., simplement un petit rappel, qu'est-ce qui nous fait entrer dans le champ d'application du RGPD? Donc d'abord, de la donnée à caractère personnel. C'est pas uniquement ce à quoi on pense immédiatement. C'est-à-dire que quand on pense données personnelles, on pense données marketing, on pense données identifiantes, nom, prénom, adresse email perso, numéro de téléphone. On est bien au-delà de ça pour entrer dans le champ d'application du RGPD, puisque même de la donnée pseudonymisée, c'est-à-dire la donnée qu'on va cacher, qu'on va blackliner dans nos documents, ça reste du traitement de données parce que c'est de la donnée qui est indirectement identifiante. De la même manière, ce n'est pas parce que de la donnée concerne la sphère professionnelle qu'on ne relève pas du champ d'application du RGPD, particulièrement une adresse email nominative professionnelle, ça reste un traitement de données personnelles. Un numéro d'ID sur un badge, c'est de la donnée personnelle. Un numéro, une adresse IP d'un ordinateur, quand bien même on est sur des serveurs communs, quand bien même, par exemple, nous, on a 6 sites en France au niveau du cabinet. Quand on veut une identification d'adresse IP, ça va rediriger forcément sur Nantes puisque les serveurs sont basés à Nantes. Pour autant, c'est considéré comme de la donnée identifiante. Quand bien même, ça n'identifie pas une personne physique, mais un groupe de personnes physiques, ça reste de la donnée indirectement identifiante et donc ça reste de la donnée qui rentre dans le champ d'application du RGPD. Donc il faut quand même bien avoir en tête que tout le monde est concerné et tout le monde est tout le temps concerné, même dans les opérations de M&A, où on a un peu ce sentiment de on est entre nous, on ne parle pas fort, on est soumis au secret, tout est confidentiel, donc on n'est pas vraiment concerné. En réalité, on est toujours concerné. Et la deuxième chose très importante sous forme de rappel pour entrer dans le champ d'application du RGPD, c'est le traitement. Qu'est-ce qu'on entend par traitement? Classiquement, on entend collecte, on entend exploitation fichier client, on entend éventuellement conservation, archivage, mais on n'entend pas ce qu'on utilise en M&A, à savoir la consultation, la simple diffusion ou toute autre forme de mise à disposition d'une donnée, même indirectement identifiante, même du blacklining, c'est un traitement au sens du RGPD. Et ça, c'est des notions qu'il faut bien garder à l'esprit parce qu'il est quand même très difficile de se départir du champ d'application du RGPD. Et en réalité, on est toujours concerné, même dans des opérations soumises particulièrement à la confidentialité. Donc là, déjà, c'est hyper intéressant et ça nous fait un petit teaser sur le cœur de la formation, donc, qui est une volonté pour nous de effectivement casser les idées reçues et puis de profiter du savoir d'une spécialiste RGPD. Quand on blackline, on n'est pas protégé. Quand on consulte un document sur une data room, on fait déjà du traitement de données. Ce qu'il y a aussi, qui n'est pas forcément bien ancré dans nos savoirs, nous, quand on fait de la M&A, c'est toutes les questions de territorialité, et notamment quand on acquiert une société holding qui a des filiales hors UE, des salariés hors UE, on essaye de se dire peut-être que ça ne s'applique pas partout. Eh bien si. Voilà. Non, alors ça ne s'applique pas partout, mais pareil, on a l'idée vraie, bien sûr, mais on a l'idée que le RGPD, les dispositions RGPD ne concernent que les personnes résidant au sein de l'Union européenne. Je vais prendre un exemple contre-intuitif et à l'inverse de ce qui se pratique en réalité, mais admettons, je suis une société américaine, je ne m'adresse que à des ressortissants américains sur le territoire américain. Mais pour une raison qui nous échappe, je décide d'héberger ma solution, par exemple, on est éditeur d'une solution logicielle, ma solution chez OVH en France. Eh bien, le simple fait qu'un des sous-traitants qui interviennent sur le stockage de mes données soit localisé sur le territoire de l'Union européenne, je relève ipso facto de la réglementation RGPD. Donc ça, c'est très important, effectivement, comme le disait Camille, sur la question de la filialisation des groupes et ensuite de la mise en œuvre, bien sûr, de la conformité. Mais c'est aussi important d'avoir ça en tête dans la conception même de l'application RGPD. Et alors, bien sûr, la bonne nouvelle pour certains, d'ailleurs, des gens connectés, c'est qu'on a des pays qui sont considérés comme des pays adéquats et donc pour lesquels ça ne va pas poser de difficultés parce qu'on est sur un même niveau d'exigence, par exemple la Suisse. La question qui va se poser, c'est bien sûr sur le UK et le Brexit, de comment est-ce que ça va se gérer après. On n'a pas encore toutes les réponses. Pour l'instant, on est dans une période un peu de grâce puisqu'on considère que la Grande-Bretagne est encore un pays adéquat au sens de la réglementation. Mais c'est un délai de grâce de 6 mois et on verra ensuite ce qui se profile. Donc, avec la définition extensive de ce qu'est une donnée, on a compris, une définition extensive de ce qu'est un traitement,
du territoire. Clairement, quand on fait du M&A, on entre dans le champ de la réglementation RGPD. Et donc, on profite d'avoir encore une fois Pauline pour nous expliquer les principes qu'il faut qu'on applique et les mesures qu'il faut qu'on prenne pour se conformer. Et alors là, on ne va pas déblatérer sur le RGPD pur pendant trop longtemps, mais il faut quand même avoir à l'esprit les principes directeurs. Donc, on reviendra particulièrement sur le principe de la licéité qui fait partie de la loyauté, de la transparence et notamment de l'information à l'égard de la personne concernée, le principe de la limitation des finalités, de la minimisation des données et particulièrement sur la question de l'intégrité et de la confidentialité, même si c'est des choses que vous avez forcément en tête dans les opérations, dans les process de M&A et qui sont importants en matière notamment de sécurisation de la donnée et de confidentialité de la donnée, il faut bien avoir à l'esprit que le RGPD, c'est tout ça, c'est ces 6 grands principes et que finalement, la base de traitement, qui est ce sur quoi on se jette en premier pour essayer de raccrocher notre traitement à quelque chose, notre consultation, notre accès à quelque chose, eh bien, en réalité, ces bases de traitement n'interviennent que dans le cadre des 6 grands principes, et donc les 5 autres, il ne faut pas non plus les négliger. Donc, simplement, les bases de traitement pour rappel, de la même manière, parce qu'on entend beaucoup parler de données personnelles dans des cadres marketing et communication et dans les cadres de marketing direct notamment, on pense consentement. Sauf que clairement, le consentement dans un process de M&A, c'est pas ce qui va avoir le plus grand succès parce que c'est pas ce qui va nous arranger. Et quand on est déjà dans l'opération de M&A, c'est pas à ce moment-là qu'on va forcément aller recueillir le consentement. En revanche, on a d'autres bases de traitement qui sont envisageables. La nécessité contractuelle qui va, à un moment donné, quand même imposer qu'on ait une conformité préalable. On a éventuellement le fondement de l'obligation légale. Et là, on se souvient de l'article 1112-1 du Code civil dont on a parlé tout à l'heure avec l'obligation d'information renforcée qui va pouvoir justifier un certain nombre de transferts d'informations ou de porter à la connaissance certaines informations capitales, mais qui pourra, à mon sens, qui ne pourra pas couvrir l'intégralité des traitements qui sont effectués dans les opérations de M&A et particulièrement en phase d'audit. Et donc, finalement, la base de traitement la plus naturelle et la plus implicite va être l'intérêt légitime parce que, soyons clairs, c'est le moins contraignant et qu'il va falloir voilà, un petit peu se dire, bon, ben, soyons pragmatiques, si on ne veut pas faire grand-chose et qu'on a déjà une préconformité, on va considérer que c'est fondé sur l'intérêt légitime. Donc, une fois qu'on a cette petite revue de la réglementation RGPD, cette formation express, on en profite pour casser les idées reçues. Et casser les idées reçues qu'on peut avoir en matière de données et celles aussi spécifiques qu'on a, nous, dans notre métier, dans les process M&A, private equity. On retrouve un peu les mêmes, hein, souvent, donc on en a parlé, le consentement. Le principe aussi de propriété de la donnée. On a tendance à entendre beaucoup ça dans les opérations mais en fait, c'est mes données, j'en fais ce que je veux. Ben non, parce que c'est relié à quelqu'un. De la même manière, on a ce réflexe un peu naturel de se dire, non mais si personne ne peut télécharger de la donnée, on n'est pas concerné. Ben, la consultation, on l'a vu tout à l'heure, c'est un traitement. De la même manière, et ça, c'est pour le coup, en préparant la formation, on a un peu confronté nos 2 univers aussi, Camille et moi, parce qu'on a des abus de langage. Moi, clairement, le M&A, c'est pas ma spécialité. J'interviens avec Camille, avec les équipes dans les opérations de M&A, mais sur, bien sûr, mon scope d'activité. Et Camille, à l'inverse, même si elle connaît plein de choses en RGPD, c'est pas son quotidien non plus. Et donc, typiquement, dans la question des documents, on a tendance, en M&A, à penser, bah non, mais si les noms disparaissent, c'est anonyme. Notre pratique du caviardage, qu'on connaît tous, sur lesquelles on peut passer des heures, manuelles ou avec d'autres solutions, je considère la première qu'on vise l'anonymisation et donc la sortie de la réglementation RGPD. Pauline m'a expliqué et m'a même convaincue que l'anonymisation totale, quand on blackline, on n'y arrive pas, qu'on est plus dans la définition que peut en donner le RGPD, et toujours dans la pseudonymisation. Donc, par exemple, quand au lieu de parler de 3 clients principaux, on est dans une data room et qu'on se réfère tout le temps au client numéro 1, au client numéro 2, qu'on a le même système de mise en place, on change un nom ou un prénom pour un salarié avec une lettre ou un numéro,
c'est clairement pas de l'anonymisation pour les RGPD, on est dans la pseudonymisation. Et ça, c'est la troisième idée reçue. Donc, pseudonymisation, on est dans le champ et donc on doit respecter tous les principes qui ont été exposés par Pauline. Alors, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le faire. C'est pas mal. C'est très bien de le faire, mais ça n'est pas pour sortir du champ du RGPD, c'est pour respecter un des principes directeurs dont on parlait tout à l'heure, à savoir la sécurisation de la donnée transmise. Et voilà, la minimisation, on est pas mal. Pareil, on a pu penser en discutant avec les auditeurs que de toute manière, comme on a été liés par un secret professionnel, nous on a prêté serment, donc la réglementation RGPD, ça ne nous concernait pas, c'est tout à fait faux. Et des fois aussi, assez souvent, on participe à un process, on est un candidat acquéreur, mais on n'est pas retenu, on ne va pas jusqu'au bout. Et donc, on imagine qu'on n'a pas de responsabilité de ce fait. Et si on a des responsabilités, on a des obligations, notamment, il ne faut pas stocker les données auxquelles on a eu accès. Donc, aucune de ces cases qui sont présentées s'applique. Il faut... tout ça, c'est faux, hein, tout ce qui est écrit. Et on ne s'affranchit pas des règles du RGPD si facilement. Maintenant qu'on a vu les règles, les principes, qu'on a eu quelques exemples concrets, on va mettre en application ce qu'on vient de voir ou revoir ou réviser dans le cadre d'une opération classique de M&A. Donc là, on ne réinvente pas la roue, on reprend une approche chronologique avec une première phase préparatoire dans le cadre de laquelle le cédant sait qu'il va commencer à communiquer, mettre en place un infomémo, un teaser. Voilà, d'ores et déjà, il faut se poser les bonnes questions et adopter les bons réflexes. Ensuite, on a cette phase d'audit. Bon, c'est celle qui est la plus évidente quand on parle de RGPD et celle qui a été la plus abordée dans les ouvrages, etc. Puis finalement, on a aussi la phase de signing, closing, de négociation et de rédaction de la documentation contractuelle. Sur la phase préparatoire, en fait, on veut faire un vrai focus dessus parce qu'en échangeant avec Pauline, on se rend compte que la meilleure protection pour la RGPD, c'est vraiment anticiper. Et la meilleure pratique, c'est une mise en conformité anticipée. Et quand on est un cédant, finalement, la meilleure des approches, ou quand on est un fonds et qu'on s'approche de la phase de liquidité, la meilleure des approches, c'est d'essayer d'anticiper cette question-là et de commencer à regarder en fait ce qui se passe aujourd'hui dans la cible et de regarder comment on va articuler cette transmission de données. Donc, pour regarder d'abord la documentation en tant que telle, il faut regarder s'il y a déjà des choses qui ont été mises en place ou pas. Et là, il y en a des préconisations qui sont assez claires de la part de Pauline, avec des idées potentielles sur en fait une manière de viser concrètement, d'anticiper l'opération de M&A, d'anticiper les diligences, l'intervention de candidats acquéreurs. Oui, alors en matière de RGPD, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises pratiques, il y a toujours des choses à faire. Et en l'occurrence, dans les phases préparatoires, c'est vrai que l'on pense à préparer la documentation qu'on va rendre accessible à l'ensemble des acteurs. Mais dans le cadre de la conformité RGPD, en fait, on va quand même s'affranchir d'un certain nombre de difficultés en ayant des choses simples qui sont mises en œuvre en amont, mise à jour, parce que parfois on n'y aura pas pensé tout de suite parce que notre conformité sera que partielle ou encore à l'état de projet, mais pour finalement fonder le process de M&A sur une base de traitement tout à fait affichée et tout à fait saine, on a la possibilité effectivement d'ajouter en fait dans les destinataires des données personnelles les potentiels acquéreurs et dans les finalités de traitement des données la due diligence. Un peu comme ce qu'on fait et ce qu'on voit classiquement en fait dans les politiques de confidentialité diverses et variées ou les clauses RGPD dans les contrats commerciaux ou autres. Quand on dit voilà, pour la bonne gestion du contrat commercial, on va transmettre vos données et là on liste ou pas par catégorie de destinataires en disant on pense notamment expert comptable, on pense logiciel de gestion de paye, on pense à des choses comme ça. Pour autant, de penser à une potentielle opération de M&A, quand bien même elle n'interviendra pas ou quand bien même ce n'est pas encore un projet, eh bien ça limite finalement la difficulté quand la situation se présentera. Et ça limite la difficulté et on va dire l'instinct un peu naturel qu'on aura de vouloir aller faire une information un peu tardive
et qu'on ne va pas faire finalement parce qu'on va se dire bah non mais là c'est pas adapté, sinon on va attirer les red flags notamment des salariés comme ce dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc ça c'est des préconisations, inclure ça dans contrat de travail, règlement intérieur, charte informatique et dans les clauses contrats commerciaux, amendements RGPD spécifiques, DPA, etc. Et donc pour vraiment insister, ça vous permet d'avoir les bases légales et ça vous permet de communiquer la donnée en toute sérénité s'agissant justement des risques de sanctions pour non-respect des dispositions réglementaires applicables à la donnée personnelle. Donc, quand on a un cédant, le premier réflexe, c'est l'anticipation, si on peut, et une mise en conformité en amont. Second réflexe protecteur, quand on est cédant, ça c'est déjà un réflexe que la plupart du temps on a, c'est de partager un NDA. Et ça, c'est quelque chose qu'on pratique, on retrouve la plupart du temps pour encadrer la confidentialité des informations qui sont partagées. Mais nous, on aimerait utiliser ce support, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les opérations qu'on a dans le cabinet, renforcer ces NDA pour vraiment faire un focus et avec des clauses très précises sur les obligations et traitements de données et sur la réglementation RGPD. Donc, utilisons ce support, on a déjà l'habitude de l'avoir, ça ne va pas être beaucoup plus compliqué, et intégrons des bonnes pratiques RGPD. Notamment, ce qui va être important, c'est de qualifier le rôle de chacun des intervenants dans la phase de cession, donc le candidat acquéreur, le cédant, etc., de donner aussi des règles en matière de stockage de données. Et puis, si vous avez potentiellement des candidats acquéreurs venant d'étrangers, ou toujours anticiper potentiellement les transferts de données hors UE, sachant que c'est vraiment une bonne pratique qu'on recommande de mettre en place tout le temps. Et pour nous, il en va de l'intérêt de tous les acteurs du process M&A. Et dans ce cadre-là, on a une recommandation qui est un peu contre-intuitive, puisque traditionnellement, le NDA, il émane quand même préférentiellement du cédant, ou en tout cas des acteurs plutôt côté cédant. Mais en réalité, nous, on préconise de proposer un NDA s'il n'est pas proposé, quelle que soit finalement notre place dans le process de M&A. Pour moi, un NDA qui comprend justement les dispositions relatives au RGPD, il a deux intérêts principaux. Premièrement, permettre en fait la conscience de chacun des responsabilités qui lui incombent. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un effet psychologique pur, mais ça a son importance parce que, une fois de plus, en fait, la plupart du temps, on ne se sent pas concerné parce que soit on n'y pense pas, soit on considère que ce n'est pas applicable, peu importe. Toujours est-il que des clauses RGPD dans un NDA, ça permet à chacun d'avoir une conscience de ses propres responsabilités. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est protecteur en matière de responsabilité. D'un côté, le cédant, eh bien, à la fois, il garantit la transmission de certaines données dans certaines conditions de conformité du RGPD, ou en tout cas, il s'engage à en assumer la responsabilité. Et de l'autre côté, on a des candidats acquéreurs, on a des auditeurs, on a tout un tas d'autres acteurs qui vont à la fois être protégés et être rassurés par cette garantie initiale, mais qui vont aussi prendre conscience et être responsabilisés sur notamment ce qu'ils peuvent faire de la donnée. Est-ce que c'est de la consultation? Est-ce que c'est du téléchargement? Dans quelque cas que ce soit, est-ce que j'ai le droit de conserver ces données? Est-ce que je suis censée les supprimer, etc. Et en fait, ça permet à la fois de prendre conscience qu'on est dans un champ d'application strict du RGPD et dans un autre, et dans la conséquence d'organiser les responsabilités et les rôles de chacun et de les définir clairement. Et vraiment, ce qui est intéressant, par exemple, pour les candidats acquéreurs et pour les acquéreurs, c'est d'obtenir une déclaration du cédant comme quoi les informations qui sont transmises sont licites. Donc, c'est pour ça qu'il faut, quoi qu'il en soit, obtenir ce type de clause dans un NDA ou même à part, si le cédant n'en propose pas. Et pour le cédant, ce qui est intéressant, c'est, comme disait vraiment Pauline, on responsabilise tout le monde et on anticipe les problématiques, par exemple, de stockage. Exactement, de conservation. Ou de non-conservation trop longtemps. Donc, une fois qu'on a préparé, on passe dans le vif du sujet, la phase d'audit. La phase d'audit, donc encore une fois, ça c'est quelque chose qui a été davantage commenté, qu'on estime peut-être un peu à tort, mieux maîtrisé, où on se dit, nous en M&A, on a des outils super performants qui font que
C'est super bien fait. On s'en sort. Et donc, quand on est un cédant, déjà qu'on arrive dans cette phase d'audit, on a 3 options. Donc, vous voyez les petits codes couleurs subtils, le rouge quand il ne faut pas, le orange quand on peut un peu, et puis le vert, la solution professionnelle. Oui, et en fait, ça, traditionnellement, je pense que tous les gens qui sont présents ont déjà expérimenté ces questions-là. Les outils gratuits type Dropbox, WeTransfer, qui ont l'avantage de la simplicité. Quand on est dans des opérations pas forcément d'envergure très, très importante, on se dit non, mais je n'ai pas besoin de plus que ça suffira bien, j'ai confiance en mes interlocuteurs, pas de débat. Or, en fait, ça pose plein de problèmes. D'abord, on perd toute maîtrise de la donnée, c'est-à-dire qu'on transfère déjà sur un support qui n'est pas sécurisé ou pas sécurisé comme ce à quoi on devrait s'attendre dans ce type d'opération, et ensuite on perd totalement le contrôle de la donnée une fois qu'elle a atterri chez on ne sait même pas exactement qui. Donc ça, c'est sûr que pour nous, c'est un no-go évident, et je pense que pour pas mal d'acteurs du secteur, ça l'est aussi, mais ça existe, et donc il faut quand même bien avoir ça en tête. Alors, ça a l'avantage de la gratuité, on en reparlera pour notamment les solutions professionnelles, mais en fait, c'est un faux problème, la question de la tarification des solutions professionnelles, parce que en fait, ça permet quand même d'avoir accès à un panel d'outils qui sont justement très sécurisants et qui permettent de respecter, une fois de plus, certains des principes directeurs qui ont cours en matière de traitement de données personnelles. L'utilisation de serveurs internes, en fait, on l'a mis en orange et c'est parfois bien et parfois pas bien. En fait, les serveurs internes, c'est bien et c'est adapté quand on a les solutions technologiques derrière qui permettent de mettre en œuvre cette solution adaptée. Nous, typiquement, au cabinet, on a des serveurs propres, mais on a aussi les solutions sécurisées logicielles qui nous permettent de mettre à disposition des plateformes de partage de documents sur lesquelles on a une maîtrise totale des accès, de la sécurisation, et avec tout un tas de processus qui sont mis en œuvre. Quand on est une entreprise, pas dans la technologie en général, une entreprise cédante lambda qui peut intervenir, je ne sais pas, au hasard dans l'industrie ou autre, on va avoir peut-être des serveurs internes, mais on n'aura pas la solution logicielle derrière pour nous permettre d'avoir la sécurisation nécessaire dans une opération de M&A. Donc, c'est pour ça que c'est orange, parce que dans ce cadre-là, ce n'est pas adapté. Et ce qu'on préconise dans tous les cas, c'est d'avoir une solution professionnelle. Alors, on a cité quelques solutions professionnelles que vous connaissez bien sûr tous. On a eu la chance, et on les en remercie, de discuter avec Intralinks particulièrement, qui est leader dans le secteur de la data room, sur les fonctionnalités qu'il proposait, et notamment la sécurisation. Alors, les solutions professionnelles, pour nous, c'est quand même la meilleure solution pour 2 raisons. Premièrement, une solution professionnelle, c'est un professionnel technique, technologique, qui a conscience de ses responsabilités. Typiquement, quand on parle à Intralinks, on voit bien que les questions RGPD sont maîtrisées, que les questions de responsabilité RGPD sous-jacentes sont totalement maîtrisées et sont prises en pleine conscience. Et que donc, déjà, on a une responsabilisation de l'acteur, et ensuite, on a des solutions techniques, des fonctionnalités techniques qui sont mises à disposition des utilisateurs de ces outils-là pour respecter pleinement les obligations en matière de gestion de traitement de données personnelles. Et par exemple, chose qu'on a apprise lors de l'échange, notamment avec Intralinks, c'est les méthodes de chiffrement. Donc, typiquement, méthode de chiffrement, on est sur quelque chose qui se rapproche du secteur bancaire avec une double clé de chiffrement. On a un chiffrement par document et un chiffrement un peu chapeau de la data room en tant que telle. Donc, on a une sécurisation, on respecte le principe de limitation de la donnée, le principe de la minimisation de la donnée, intégrité, confidentialité, et en plus un acteur qui a conscience de ses propres responsabilités. Et la deuxième chose, et ça pour le coup Camille en parlera bien mieux que moi, c'est les fonctionnalités qui sont mises à disposition, notamment pour gérer la question de données personnelles, mais aussi de secret des affaires, avec les fonctionnalités plus de blacklining qui sont disponibles également sur ce genre d'outils professionnels. Oui, parce que quand on est cédant et qu'on paye cette solution professionnelle, on a accès à des outils. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut valoriser.
notamment parce que quand on est cédant, on est déjà satellisé par pas mal d'autres problématiques que de constituer une data room, la doter correctement, et qu'on n'a peut-être pas, nous, le temps d'aller regarder document par document, les poster comme il faut, quand il faut, gérer les équipes qui se connectent, les questions qui sont dessus, mais surtout qu'on n'a surtout pas le temps, et ça, c'est de caverder nous-mêmes ces documents-là, de passer des soirées, et c'est vrai que je sais de quoi je parle, à essayer de pseudonymiser, voire dans notre esprit anonymiser, voilà, Intralinks ou les autres prestataires proposent des outils qui viennent faciliter et qui viennent en fait essayer de diminuer pour un cédant le caractère vraiment fastidieux de cette phase d'audit. Et donc là, les outils qui sont présentés sont des outils qui nous ont nous-mêmes été présentés par Intralinks et qui sont en fait efficaces et qui permettent d'assurer vraiment la sécurisation vers laquelle on tend d'arriver. Et donc, parmi ces outils, il y a évidemment le blacklining dont on parlait, mais il y a également un outil qui est particulièrement efficace, voire diabolique quand on est auditeur comme moi. J'en ai été victime. On peut télécharger, on est content comme ça nous dispense de devoir nous connecter sur le site d'Intralinks, puis on le met sur notre bureau et puis on en fait ce qu'on veut. On pense qu'on en est titulaire et on se dit c'est bon. Et puis en fait, si finalement on est évincé du process ou que la data room clôt simplement, on se rend compte qu'on n'a plus accès à ce document. Donc, en réalité, c'est des outils qui permettent de venir récupérer, rechiffrer le document et qui s'assurent que ces documents ne seront pas stockés par les auditeurs. Et c'est vraiment quelque chose de mise en place qui est très sécurisant dans une recherche de mise en conformité RGPD. Et donc, toujours dans cette phase d'audit, ce dont on a beaucoup plus l'habitude, c'est la question de l'audit RGPD en tant que tel. L'idée n'est pas du tout de développer cet aspect-là parce que c'est des choses que vous avez tous largement en tête, c'est des choses qui sont plus ou moins adaptées selon les cibles, mais simplement pour vous dire, alors en matière d'audit RGPD, quand bien même c'est quelque chose qui n'est pas envisagé parce que la cible ne s'y prête pas, parce que ce n'est pas une préoccupation, parce que même les enveloppes allouées à l'opération ne le permettent pas, très clairement, notre préconisation malgré tout, c'est de poser certaines questions dans la Q&A et d'avoir quand même des réponses sur certains points d'attention particuliers. Particulièrement, ce que disait Camille en introduction au début de cette intervention, c'est on audite toujours les procédures en cours, on pose toujours la question est-ce que vous avez des contentieux en cours? Au-delà de ça, je pense qu'il faut être plus spécifique en disant est-ce que vous avez des contacts en cours ou eu des contacts avec la CNIL? Si oui, de quelle nature? La CNIL ou si on est sur un groupe fidélisé, les différentes autorités de contrôle nationales. Est-ce que vous avez déjà été victime ou subi une violation des données, une faille de sécurité, peut-être un ransomware, quelque chose, voilà, des questions qui peuvent paraître anodines, mais qui vont vous donner, vous, une bonne indication sur l'état réel du système audité. Est-ce que des plaintes de clients, de prospects sur le traitement de leurs données personnelles ont déjà été reçus par vos services? Oui, non. Est-ce que, même si ça n'est pas le cas, est-ce que vous avez un processus d'exercice des droits des personnes concernées par les données personnelles que vous traitez? Voilà. Ça, c'est des questions qui, à mon sens, doivent nécessairement ressortir d'une Q&A, quand bien même on n'a pas un module spécifique audit RGPD. Et après, bien sûr, sur des sites qui sont plus technologiques, on préconise parfois et toujours sur des sites techno d'avoir des audits techniques du SI de la cible par des experts informatiques parce que ça va donner quand même une bonne indication et ça va avoir bien sûr un impact sur le prix et l'évaluation des risques réels. Ce qui est important dans cette phase d'audit RGPD, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que habituellement, on fait des audits en matière sociale, en matière taxes, etc., parce qu'on veut anticiper les risques et pouvoir ensuite intervenir sur le prix, sur la gap, sur les garanties, etc. Là, on va encore plus loin, puisqu'en fait, on vous a mis cette phrase d'une des responsables de l'ICO, donc dans une affaire du Marriott, où il y a eu justement un changement de contrôle, un process d'acquisition. Et en fait, on considère que l'autorité, l'équivalent CNIL en UK, considère que
quand on veut prouver qu'on a cherché à se mettre en conformité et qu'on est compliant avec toutes les règles de RGPD, et bien déjà, pouvoir prouver qu'on a fait un audit RGPD, c'est déjà une super bonne piste. Donc ensuite, c'est important dans cette mise en conformité et donc dans cette recherche de compliance, ça sera aussi important, on le verra dans la phase de négociation, sur la charge de la preuve en cas de contrôle CNIL, ICO, peu importe, positif. Ça, c'est très particulier. Donc, on arrive sur la dernière phase, sur la phase de signing closing, donc dit autrement, sur la phase de négociation de la documentation juridique. Et là, on se retrouve avec les alternatives habituelles qu'on connaît. On se retrouve sur nos leviers habituels qui sont la mise en conformité sur la période intermédiaire, la demande de garantie spécifique ou de full gap, ça dépend de notre possibilité de négocier avec le cédant, et puis le dernier levier qui est finalement simplement celui du prix. Donc, étant donné qu'on a démarré, ça fait environ 40 minutes, on va se focaliser sur les deux premières alternatives qui sont finalement les plus subtiles, qui sont celles de la demande de mise en conformité pendant la période intermédiaire, et puis sur celle des garanties. Donc, véritablement, notre préconisation, quand c'est possible, finalement, c'est d'essayer de caler cette demande de mise en conformité entre le signing et closing, c'est-à-dire en fait de faire ces demandes-là dans les conditions suspensives et dans les pre-closing covenants, si possible. Donc, ça a différents avantages. C'est que déjà qu'on traite de risque et donc on n'aura pas de négociation avec le cédant quant à l'évaluation de ce risque. Et puis, comme ça, les choses sont claires. On n'a pas besoin d'aller chercher le cédant s'il a pris sa retraite dans les Seychelles. Voilà. Les inconvénients, et ça, même si c'est un webinaire et que ce n'est pas très interactif, je les entends d'ici, c'est qu'on n'a pas le temps, que les opérations qu'on fait, elles sont de plus en plus chronométrées, millimétrées, et qu'entre le signing et le closing, on a moins en moins de temps. Alors, c'est vrai, mais si par hasard, il y a d'autres conditions suspensives à aller chercher, par exemple, une notification à l'autorité de la concurrence, Pauline peut vous dire qu'on a le temps, finalement. Quand on veut, on peut. Et donc, ça, c'est le deuxième inconvénient, c'est quand on veut. C'est-à-dire que quand on choisit cette option-là, il faut qu'on ait un cédant qui soit coopératif, qui comprenne les enjeux et qui comprenne ce qu'on lui demande. Finalement, le cédant, c'est peut-être celui qui est le mieux à même de nous aider à nous mettre en conformité parce que c'est lui qui connaît les traitements de données. Mais par contre, il faut qu'il comprenne les enjeux et il faut vraiment coopérer avec lui de manière rapprochée pour être certain que ce qui est mis en place, ça correspond et puis qu'on va vraiment vers une vraie mise en conformité et pas une sorte de déguisement. Voilà. Donc, on vous a mis sur le côté des exemples en fait, de demandes qu'on pourrait rédiger dans un SPA en termes de conditions suspensives que vous pourrez reprendre plus tard. Donc, l'alternative là qu'on aimerait développer avec vous, c'est les demandes de garantie. Les demandes de garantie dans une gap, dans une garantie spécifique. Là encore, on peut reprendre, comme d'habitude, on a les mêmes avantages que pour n'importe quel autre risque qu'on cherchera à couvrir dans une opération d'acquisition. On explique au cédant que ça n'aura pas d'impact pour lui sur le prix directement. Nous, on se dit que ça nous protège. Et on s'est vraiment interrogé ensuite sur la mise en pratique réellement de ces déclarations et de ces garanties quand on est acquéreur, parce que finalement, il y a peut-être deux écueils. C'est déjà, le premier écueil, c'est de se dire j'ai ma garantie, je suis tranquille. Non, parce que comme à chaque fois qu'on parle de réglementation et de mise en conformité, vous êtes potentiellement tranquille sur ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit, ça ne vous dispense absolument pas de vous mettre en conformité sur ce qui arrive. La première question encore là à se poser, si on veut mettre en œuvre une gap ou tout autre type de garantie spécifique, c'est si demain, post-deal, vous êtes contrôlé par la CNIL, ça va être assez compliqué sur la base d'une sanction CNIL de prouver au cédant qu'il y a eu une faille antérieurement à l'opération et que c'est donc la responsabilité du cédant. Donc là, c'est assez complexe dans notre esprit à mettre en œuvre et de toute façon, la CNIL, elle s'en moque. Hein. Elle regarde ce qui se passe aujourd'hui et de quand remontent les traitements, est-ce que vous en avez été informé ou pas. De toute façon, ça vous tombe dessus.
Et juste en plus, mais ça c'est assez basique, donc on ne va pas non plus épiloguer là-dessus, la question de la durée de la garantie, puisqu'en fait on est dans des sortes d'infractions continues tant qu'on ne s'est pas mis en conformité. Les gaps, quand on arrive à les négocier, on arrive à négocier 3 ans, plus ça paraît des fois difficile, donc ce n'est pas forcément l'outil idéal. Et puis après, toujours les plafonds, aller négocier potentiellement un plafond spécifique plus élevé pour le risque CNIL. Mais là, ce qui est très, très intéressant, on a de la chance, c'est qu'on n'avait pas de prise de position de la CNIL sur des opérations de changement de contrôle de LBO donc en France, mais on a retrouvé une décision récente de 2019 de l'ICO, donc de l'autorité UK, on a commencé à en parler un peu, ce qui s'est passé avec l'affaire du Marriott. Oui, alors en fait, l'ICO pour le Marriott, pour rappeler un petit peu le contexte, en 2016, je crois, le Marriott prend le contrôle d'un groupe qui s'appelle Starwood Hotel et qui est composé de différentes entités juridiques, bref, et qui ont été l'objet d'une cyberattaque en 2014. Sauf que personne s'en est rendu compte. Cyberattaque, pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un, un tiers à l'extérieur, a pénétré dans le système d'information donc de Starwood et en fait a inclus un petit bout de code. C'est tout. Sauf que ce petit bout de code permettait d'avoir accès à l'intégralité de la base de données de ce groupe hôtelier. Le Marriott rachète, prend le contrôle, acquiert ce groupe-là et en septembre 2018 se rend compte de la faille de sécurité. Donc, ce que disait tout à l'heure Camille est très très vrai, puisque on a à ce moment-là un signalement ICO, on a une procédure de contrôle ICO, donc l'équivalent CNIL. L'ICO dit bon, alors moi, ce qu'il y a avant mai 2018, je considère que je ne m'y intéresse pas puisque entrée en application du RGPD mai 2018. Pour autant, ce que je constate au jour de mon contrôle, c'est que depuis mai 2018, sans même prendre en compte avant, eh bien, un tiers a accès à 339 millions de données clients. Alors, parmi ces données clients, on a adresse email, numéro de téléphone. Alors, en plus, on a un peu de données sensibles puisqu'on a les numéros de passeport, enfin, 2-3 choses comme ça anodines. Et donc, là, de la même manière, et ce que disait Camille, l'ICO se moque complètement de savoir qui est à l'origine et à qui incombe la responsabilité de la faille de sécurité initiale. Pour autant, l'ICO fait une notification, en fait, une intention de sanction à hauteur de 99 millions de livres sterling, en disant, compte tenu de la faille, compte tenu de l'ampleur et du volume de données qui ont été exposées, je vous propose, en quelque sorte, de vous sanctionner à hauteur de 99 millions de livres sterling. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une amende qui a été prononcée en octobre 2020 suite à une discussion entre le Marriott et l'ICO qui a tendu à démontrer que le Marriott avait agi promptement et dans des mesures adaptées à la faille de sécurité qui venait d'être révélée, en prenant des mesures pour contacter en fait les clients concernés par la fuite de leurs données. Et en fait, c'est le Marriott qui avait fait le signalement à l'ICO parce que vous savez que vous avez une obligation de notification de faille de sécurité quand vous avez des données personnelles qui sont exposées à des tiers, puisque c'est pour respecter le principe de la sécurisation, etc. Et donc, c'est le Marriott qui avait mentionné ça et qui avait fait cette notification de faille de sécurité à l'ICO. Et donc, finalement, après quelques discussions et après avoir démontré que des vraies mises en œuvre avaient été efficaces de la part du Marriott, la condamnation définitive a été à hauteur de 18,4 millions de livres sterling. Donc, par rapport à l'intention initiale de 99 millions, on a quand même pas mal réduit. Pour autant, on est quand même sur un montant de sanctions significatif. Ce qui est vraiment intéressant dans cette jurisprudence, c'est que c'est quasiment un cas d'école. C'est-à-dire qu'on a une faille de sécurité qui est antérieure au deal, on a une découverte de la faille postérieurement au deal et une recherche de mise en conformité. Donc là encore, la recherche de mise en conformité, c'est essentiel quand on est acquéreur indifféremment de toutes les garanties qui ont été prises. Et là, si on allait dans le raisonnement un peu plus jusqu'au bout et qu'on essayait de mettre en œuvre notre gap, imaginons que le Marriott avait une gap contre le cédant,
comment ils se répartissent le quantum de l'appel, les 18 millions, prorata temporis, etc. Donc, la GAP, c'est un bon outil. On a des propositions de déclaration qu'on vous a mises dans les slides et que vous pourrez regarder, mais ça sera jamais autant efficace que de toute manière, quand on est post-deal, on recherche une mise en conformité. Donc, on arrive au terme de la formation. On avait réfléchi à développer des parties en fait vraiment spécifiquement closing et voire harmonisation post-closing. Finalement, ça sera peut-être l'objet d'un autre webinaire, puisqu'en réalité, comme l'exposait Yann en propos introductif, on va plutôt utiliser les 10 dernières minutes qui nous restent, peut-être pour échanger, pour vous écouter. Je vois qu'il y a une question. Oui, alors il y a une question sur les asset deals, question très intéressante donc de notre slide 24. Je reprends la slide 24. Pourquoi est-ce qu'on fait une recommandation sur les asset deals en particulier? Alors ça, de la même manière… On n'a pas eu le temps d'aborder ce point-là, effectivement. Donc c'est une bonne question. Merci. De la même manière, en fait, c'est une conséquence d'une jurisprudence, pour le coup française, de 2013 qui a invalidé, qui a déclaré nul un acte de cession de fichiers clients qui n'était pas conforme alors à l'époque à la loi informatique et liberté, puisque l'entrée en application du RGPD n'était pas encore effectif. Donc en réalité, c'était un point, alors initialement on l'avait proposé dans la présentation, mais en fait ça ne rentrait pas dans le timing, mais c'est un point aussi qui intéresse particulièrement les cédants, qui est hyper important. C'est que traditionnellement, quand on fait une vente de fonds de commerce, on vend une clientèle. Or, un point d'erreur fréquent, c'est de confondre clientèle et fichier client. Un fichier client est beaucoup plus large qu'une clientèle et n'est pas valorisable de la même manière. D'abord, ça n'a pas d'existence comptable, un fichier client, alors qu'une clientèle a en tout cas une estimation financière propre. Et un fichier client contient bien plus de données personnelles, notamment les données prospects, qu'une clientèle qui est propre et qui est affectée à un fonds de commerce. De la même manière, dans des cas un peu plus on va dire de regroupement, parce que ce n'est pas forcément du groupe, quand on est dans un réseau franchiseur-franchisé, on va avoir une espèce de mélange des genres entre parfois la clientèle franchiseur et la clientèle franchisée, qui en fait reste de la clientèle franchiseur, mais qui est quand même accessible dans le fichier client du franchisé. De la même manière, dans les domaines, par exemple en pharmacie, dans les GIE, où on a des adhérents officines, on va avoir aussi un fichier client qui va être globalisé et à disposition, mais on ne sera pas sur le même fondement que la clientèle. Bref, on pourrait théoriser sur ces concepts juridiques très intéressants. Toujours est-il qu'un fichier client qui contient des données personnelles qui ne seraient pas conformes à la réglementation RGPD, qui notamment, alors avant l'entrée en application du RGPD, n'était pas déclarée auprès de la CNIL, et depuis l'entrée en application du RGPD, n'aurait pas, par exemple, fait l'objet d'un consentement obtenu licitement ou d'une information complète à l'égard des personnes concernées, ou qui n'aurait pas une base de traitement licite, eh bien, cette chose a été déclarée hors du commerce, puisque objet illicite, et donc annulation de l'acte de vente. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on ne veut pas vous faire peur et ce n'était pas non plus l'objectif. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que ça, c'est quelque chose qui va être un risque, le risque de nullité, uniquement pour les asset deals. Donc, quand on cède des actifs. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit non plus vous affoler quand vous faites comme d'habitude du LBO, du MBO, et que vous achetez et vous vendez des actions. Parce que le raisonnement de la Cour de cassation, il est implacable. Finalement, le fichier n'existait pas, la vente est nulle, nullité. Les actions, quand vous faites un LBO, elles existent. Même si la société qui détient ces fichiers qui n'ont pas été correctement déclarés à l'époque ou alors préservés aujourd'hui, elle existe quand même, les actions existent quand même. Donc, même si on avait une solution équivalente en matière de share deal, on n'a pas ce risque de nullité. Donc, il faut faire vraiment attention à ce sujet-là. Faire la part des choses entre asset et share deal. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ?
En tout cas, on espère que ces petits éléments et ces quelques tips pratiques vous auront été utiles et que si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser soit maintenant dans le chat, soit vous avez nos adresses email et vous pouvez nous contacter par ailleurs. En tout cas, nous, vraiment, le point qu'on retire de cette petite présentation, c'est que c'était très utile de confronter un peu nos domaines d'activité et finalement de sortir des questions pratiques de tout ça. On a une autre question sur quelle base négocier une éventuelle garantie spécifique, comment déterminer le quantum, et merci pour votre formation très très intéressante. Merci à vous pour ce commentaire très très sympathique. Mais justement, c'est toute la difficulté, hein. C'est exactement ce sur quoi on s'interrogeait. Si demain vous constatez que le cédant vous a dit qu'il respectait les réglementations RGPD, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas et que vous êtes véritablement sanctionné par un tiers, il va falloir prouver que vous n'aviez pas conscience et que vous pensiez que vous étiez en mise en conformité, que ces défauts de traitement ont été mis en œuvre préalablement au changement de contrôle. Donc ça, c'est très, très dur. Si le cédant, au contraire, vous a déclaré qu'il avait fait ce qu'il pouvait, mais que ce n'est pas tout à fait carré, de la même manière, si vous avez cette déclaration-là et que vous arrivez encore, si la CNIL intervient, à prouver que les mauvaises pratiques avaient été mises en place préalablement, vous pouvez aller tenter de chercher effectivement la responsabilité du cédant, la mise en œuvre de la GAP. Mais quoi qu'il en soit, ça ne vous dispensera jamais de vous être mis en conformité post-acquisition, ce qui, encore une fois, renforce peut-être la nécessité pour nous de faire un nouveau webinaire sur comment on arrive, une fois qu'on a fait le deal, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place, notamment au niveau du closing, tout ce qui est TSA et tout ce qui est accord un peu transitoire, et puis une harmonisation, par exemple, post-LBO entre les pratiques de l'acquéreur et les pratiques du cédant, si jamais il y en avait en place. Pour quand ce webinaire? Écoutez, on vous laisse nous proposer des dates de disponibilité, puis on verra ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Merci à tous. Et vraiment, on espère avoir pu soit éveiller certaines consciences, soit vous apporter quelques réflexes pratiques, on va dire, de bon ton en matière de RGPD. Merci à tous et à bientôt. Merci, très bonne journée. Merci. Et oui, on vous enverra les slides. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.